que ça dure avec le groupe Caisse des dépôts. Engagé au cœur des territoires pour accélérer la transformation écologique et contribuer à une vie meilleure pour toutes et tous. Bonjour, nouveau numéro de Pourvu que ça dure, l'émission qui rend l'éco-responsable sur Public Sénat. Aujourd'hui, on s'intéresse aux robots humanoïdes qui ne sont plus du tout de la science-fiction. Mais de quoi sont vraiment capables ces machines? Dans quelle mesure vont-elles bouleverser notre marché du travail et plus généralement nos vies? Réponse dans quelques instants. Et puis, de Pékin à San Francisco en passant par Séoul, une nouvelle bataille technologique se joue à l'échelle mondiale. Alors comment la France, mais aussi l'Europe, peuvent peser? Réponse avec le patron de Wondercraft, la pépite française qui attire tous les regards. Mais en attendant, c'est bien la Chine qui domine totalement le marché des robots, comme l'ont suggéré ces images impressionnantes diffusées à l'occasion du Nouvel An chinois. Manuel Legre. Salto, mouvement d'arts martiaux. Ils enchaînent les gestes très techniques comme des athlètes de haut niveau. Et pourtant, ce ne sont pas des humains. Ces robots humanoïdes sont bien réels. Et ce soir-là, pour le Nouvel An, ils ont fait le show en direct à la télévision chinoise devant des centaines de millions de téléspectateurs. Et ces robots ne sont pas seulement capables de combattre. Majordomes, réceptionnistes, livreurs, serveurs, ouvriers ou assistants domestiques, ils font les lessives, plient le linge, remplissent le lave-vaisselle et rangent même la maison. Et dans cette course technologique, un pays a pris une longueur d'avance, la Chine. Avec une population vieillissante et une main-d'œuvre qui se raréfie, Pékin mise massivement sur les robots pour maintenir sa puissance industrielle. Et ça marche. Des entreprises chinoises comme Uptech ou Unitree sont si avancées qu'elles ambitionnent de vendre entre 10 et 20 000 robots humanoïdes en 2026. Mais les États-Unis veulent rattraper leur retard avec leurs entreprises de pointe comme Figure AI qui répond en images aux Chinois avec son robot humanoïde aux côtés de Melania Trump. Elon Musk et sa marque Tesla comptent eux aussi participer à la course. Et au milieu de cette bataille technologique mondiale, la France et l'Europe peuvent-elles encore exister? Et bien voilà, les robots arrivent, mais sommes-nous prêts à les accueillir? Manon Vermenous, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante tech chez Joséphine. Il faut évidemment revenir sur ces images qu'on vient de voir qui sont bluffantes, des robots humanoïdes chinois qui font du kung-fu. Est-ce que, comme moi, votre mâchoire s'est décrochée quand vous avez vu ça? À vrai dire, en fait, la course, elle est déjà en œuvre depuis de nombreuses années en Chine. C'est juste qu'on l'avait pas vu arriver parce qu'on s'y était pas intéressé aujourd'hui en Europe. Mais c'est vrai que ça fait longtemps finalement que les Chinois ont mis des bouchées doubles en matière de robotique. Et là, en fait, c'est vrai qu'ils viennent de passer une nouvelle étape en industrialisant toutes leurs machines, en étant extrêmement innovants et ont dépassé largement finalement les Américains là-dessus. C'est quoi au juste, pardon, question simple, un robot humanoïde? Quelle différence avec un robot classique? Un robot humanoïde, c'est une machine qui a une forme humaine, qui va avoir des capacités de préhension avec les mains, qui va avoir finalement tous les axes du corps humain, et on en compte 50 à 60, donc c'est dire la complexité d'une telle machine, et qui va être capable d'effectuer des tâches polyvalentes avec cette capacité de mobilité qui est très forte et qui est propre finalement au corps humain. Ok, donc aujourd'hui, au moment où on se parle, la Chine domine complètement ce secteur des robots humanoïdes. Il n'y a pas de débat. Alors aujourd'hui, selon les derniers chiffres, on dit que 90% des robots humanoïdes qui ont été vendus en 2025 émanent de sociétés chinoises. Donc il y a bien une ultra-domination effectivement de la Chine à cet égard. Pourtant, on l'a vu dans le reportage et vous venez de le dire, les Américains ont été précurseurs en matière de robots humanoïdes, mais ils se sont fait doubler. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la Chine qui les a copiés et maintenant c'est elle qui innove, c'est ça
Histoire. C'est vrai qu'il y avait un adage qui était assez connu il y a 10-15 ans en disant les Américains innovent, la Chine copie, les Européens régulent. Alors les Européens régulent toujours, mais c'est vrai que la tendance s'est inversée entre la Chine et les États-Unis. Les Chinois innovent énormément, parfois bien plus rapidement aujourd'hui que les États-Unis. Mais il faut quand même rappeler que les États-Unis ont été vraiment précurseurs en matière de robotique. C'est juste qu'ils n'ont pas fait de passage à l'échelle. Et c'est ce passage à l'échelle finalement des Chinois qui leur donne toute cette hyperpuissance aujourd'hui en matière de robotique. Et donc leur force aux Chinois, aux robots chinois, c'est leur technologie, mais aussi cette capacité de promettre des prix qui seront attractifs. Exactement. En fait, aujourd'hui, le fait de produire en grande quantité permet finalement d'abaisser les coûts. Le fait aussi qu'ils maîtrisent finalement toute la chaîne d'approvisionnement avec des composants assez critiques en robotique, parce qu'on parle d'une machine donc qui a énormément de pièces différentes, donc il faut pouvoir s'approvisionner facilement. Et aujourd'hui, la Chine maîtrise tout cela. Donc en produisant massivement ces robots, on va pouvoir baisser les prix et finalement déclencher des pulsions de vente qui n'auraient pas forcément existé face à des robots américains qui coûtaient plus d'une centaine de milliers de dollars. Alors là, on parle de robots qui coûtent entre 5 000 et 20 000 euros, 20 000 euros pièce. 5 000 à 20 000 euros. Est-ce que la technologie des robots est prête? Parce que pour le coup, on voit cette chorégraphie, il y a de la communication, évidemment, c'est une démonstration de force, c'est l'occasion du Nouvel An chinois, on comprend bien, mais est-ce que c'est prêt ou il faut encore attendre un petit peu? Alors, je pense qu'il faut vraiment distinguer en fait plusieurs étapes dans la robotique. C'est pas 0 ou 1, c'est vraiment un processus vraiment très itératif qui dure depuis plusieurs années en matière de performance de ces robots-là. Aujourd'hui, effectivement, ce qu'on a vu avec ce Nouvel An chinois, ce qui était très intéressant, c'est les capacités de mobilité, de fait d'avoir des robots qui fassent une chorégraphie sans tomber. Ça veut dire qu'ils sont extrêmement agiles. C'était très intéressant là-dessus. En revanche, ils étaient capables de répéter une chorégraphie qui était déjà orchestrée depuis le départ, dont on connaissait finalement tout l'environnement. Et en fait, la vraie difficulté en robotique, c'est quand vous naviguez, par exemple, dans une maison, dans un environnement qui n'est pas connu. Vous allez faire face à des situations que vous n'avez pas anticipées. Et c'est là où, finalement, on va mesurer l'évolution de la robotique. Et ils sont prêts, les robots? Et alors, dans cet environnement-là inconnu? Alors justement, non, pas encore. Et là, la technologie n'est pas mature encore là-dessus. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que dans un futur très très proche, et là on le voit avec des usines BMW en Allemagne qui s'équipent de robots humanoïdes dans leurs usines, qui a une installation peu à peu de tous ces robots-là parce qu'ils sont en environnement connu, avec des tâches très répétitives, très connues, alors que des robots domestiques, il faudra encore attendre quelques années. Combien de temps pour avoir un robot humanoïde domestique et à quel prix? Parce que vous avez dit entre 5 000 et 20 000, mais ça, c'est pour un robot industriel. Alors là, c'était les premiers robots humanoïdes dont on parlait, ces fameux robots chinois. Mais effectivement, il y a question de performance. Il faut voir ça vraiment comme un processus itératif, c'est-à-dire que au début, les robots ne seront pas extrêmement performants. Ils vont apprendre ce qu'on appelle faire du machine learning, apprendre de leurs erreurs. Et peu à peu, au fil des années, finalement, ils vont tellement apprendre de leurs erreurs qu'ils vont devenir extrêmement performants. C'est pour ça que ça ne se fera pas sur un temps très court, mais bien sur un temps plus long. Il y a de l'IA, de l'intelligence artificielle, évidemment, là-dedans. Le robot, c'est de l'IA en machine, en fait. C'est finalement un fil continu, finalement, avec l'IA. Et aujourd'hui, en fait, les gros progrès qui sont faits en intelligence artificielle ont permis, finalement, de construire des robots qui soient beaucoup plus fiables, finalement, dans leurs mouvements, dans leur capacité à effectuer des tâches de manière automatique. La Chine, est-ce qu'elle est capable aujourd'hui de les produire en masse, ces robots? Parce que j'ai entendu parler de ces dark usines grandes comme la ville de Lyon, avec des robots qui fabriquent déjà d'autres robots. Ça existe déjà, ça? Ah oui, ça existe déjà et c'est très impressionnant. Et ce qui fait peur, en fait, ce qui est intéressant finalement dans cette industrie de la robotique, c'est la création d'un tout nouveau marché, parce que la robotique, ça n'existait pas. On construisait pas des robots il y a quelques années. Donc là, c'est un marché qui est en création. Il y a une dernière étude Barclays qui a été publiée à ce titre, qui parle d'un marché qui était à 2 milliards là en 2025, qui devrait passer à 200 milliards en 2035. Donc les chiffres sont absolument considérables. Donc il y a la création de ce secteur-là, mais ça va abreuver aussi toutes les autres industries que vous en parlez, où en fait finalement des usines qui vont construire des automobiles par exemple vont pouvoir se doter elles-mêmes de leurs propres robots. Donc il y a vraiment un effet cascade de la robotique. Demain, après-demain, les robots vont arriver dans nos maisons, dans nos usines. Je pense au marché du travail. Dans quelle mesure ça va bouleverser le marché de l'emploi? Alors c'est vrai qu'en fait à l'origine il faut bien se rappeler qu'en fait les robots étaient utilisés pour ce qu'on appelle les 3D, c'est-à-dire dirty, dual, dangerous, c'est-à-dire des tâches donc répétitives, sales et dangereuses. Donc c'était tout ce qui était finalement ingrat. Parallèlement, on s'est rendu compte en fait que sur effectivement le marché du travail, il y a beaucoup de secteurs qui n'arrivent pas à recruter, il y a une pénurie de main-d'œuvre et c'est vrai qu'il y a une double opportunité aujourd'hui pour les entreprises, c'est d'à la fois combler ce manque de main-d'œuvre et aussi de gagner en compétitivité en
en baissant finalement leur coût de production. Donc, c'est vraiment une double opportunité. Et le risque, c'est que si elles ne le font pas, c'est qu'en fait, les entreprises qui s'en seront dotées viendront en fait tuer les emplois. Donc, Mais il y a quand même un risque pour nos emplois quand je vous écoute. Il y a évidemment, ça va impacter plus ou moins tous les secteurs d'activité, mais avec des degrés Tous, différents. c'est quoi? C'est le BTP, l'agriculture, Mais ça les commence soins, déjà. la santé, Ça commence déjà. le secteur auto. Voilà, exactement. On parlait de la construction des voitures. Dans l'agriculture, on voit des robots. Il y avait d'ailleurs des robots français qui avaient travaillé beaucoup pour appuyer et soutenir les agriculteurs. On parle pas de remplacement vraiment, mais plus de complémentarité et de gagner finalement en productivité. Donc finalement, C'est pas un monde idéal, ça, la complémentarité homme-robot. Non, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'études qui ont été faites en disant que justement, c'était beaucoup plus productif de faire collaborer un robot et un homme ensemble qu'un robot agissant seul ou un homme agissant seul. Donc, je pense qu'il faut pas non plus regarder tout du côté négatif, mais je pense qu'il faut aussi voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que des États comme la Chine, des États comme les États-Unis, ils ont compris en fait les enjeux de développer ses propres technologies, car il y a des gros enjeux de souveraineté derrière. On parle aussi de robots soldats. Ça peut faire peur quand même. Il paraît que la Chine construit des prototypes destinés aux champs de bataille. Alors c'est vrai qu'on parle de robots soldats. Aujourd'hui, il faut savoir qu'effectivement la robotique, elle est déjà utilisée sur Là, le pour champ le de coup, bataille. c'est de la science-fiction. Alors non, c'est pas. Alors les robots soldats pour l'instant, oui. Oui, robots soldats, oui. En revanche, la robotique, elle est déjà en œuvre et notamment en Ukraine. On parle de robotique aéroterrestre, c'est-à-dire de la collaboration entre des drones aériens et des robots terrestres, qui n'ont pas une forme humanoïde parce que ce n'est pas finalement la forme la plus adaptée, parce que finalement la forme d'un humain peut être très adaptée sur des tâches domestiques. En revanche, sur un terrain boueux, vous voyez, il peut se casser en un rien de temps. Donc il faut adapter toujours en fait la forme du robot par rapport à ce qu'on veut en faire. Et demain, le robot soldat, effectivement, ça peut faire peur, mais est-ce qu'il vaut mieux pas sacrifier des vies de robots que des vies humaines? Ah, oui, effectivement, la question mérite d'être posée. Après, il faut quand même des garde-fous, surtout si ces robots sont utilisés par des régimes pas très démocratiques et pas très bienveillants. Hein. C'est vrai aujourd'hui il faut des garde-fous. Il y a déjà énormément en fait de comités d'élan qui ont été pris en la matière, notamment par l'ONU, qui ont fait des axes de discussion là-dessus. En revanche, à quel point seront-ils suivis? C'est vrai qu'on voit aujourd'hui quand même les Nations Unies sont très affaiblies. On le voit avec les conflits qui se passent aujourd'hui à travers le monde. Déjà, ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, aussi, il faut qu'on soit dans une optique de co-construction de la régulation avec les acteurs privés. Et il faut pas opposer, en fait, à mon avis, régulation et entreprises de la robotique parce qu'elles ont tout intérêt à travailler ensemble. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises en Europe qui n'ont qu'une envie, c'est de développer la robotique, mais elles ne veulent pas être freinées, en fait, elles ne veulent pas être freinées par les pouvoirs publics. Et je pense qu'il y a un enjeu à la fois pour les publics aussi de défendre la souveraineté européenne et technologique en matière de robotique. Justement, quid de l'Europe et de la France qui est à la traîne en matière de robots humanoïdes. Il y a des raisons d'aller doucement, voilà. Est-ce qu'il faut sécuriser un peu tous les sujets ou est-ce qu'on a tort de trop réfléchir? On a tendance à beaucoup réfléchir et encore une fois, c'est un tort qui nous fait beaucoup de mal aujourd'hui en France et en Europe parce qu'en fait, il faut voir ça d'une perspective mondiale en disant mais qu'est-ce que font les autres? Et aujourd'hui, les autres, ils font quoi? Ils se sont déjà engagés dans la course depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, on sait que le temps est une donnée vraiment très précieuse en matière d'innovation et on donne un avantage, chaque jour, on donne un avantage compétitif de plus en plus important à ces autres pays, sachant qu'on parlait de robotique humanoïde et notamment de robots chez vous. Mais si demain, vous êtes enregistré chez vous par des puissances extra-européennes, est-ce que ça ne va pas vous poser des problèmes? Est-ce qu'il y a aussi d'avoir des robots humanoïdes qui sont chez vous, qui sont chez monsieur et madame tout le monde en France? Est-ce que ça ne va pas poser un problème s'ils viennent de puissances étrangères qui ont d'autres volontés et qui ne sont pas forcément bienveillantes, quoi, ouais. Il n'est pas trop tard, le combat n'est pas perdu. Alors, je pense malgré le retard accumulé. Je pense qu'il faut pas être défaitiste. Je pense qu'on a, en fait, la chance qu'on a et pour être aussi sur une note très positive parce que ça me tient vraiment à cœur, c'est que la France et l'Europe sont dotés de talents et de laboratoires de recherche extrêmement performants en la matière. Donc ça, il faut quand même le souligner. En revanche, je pense qu'il faut vraiment alerter les pouvoirs publics sur leur nécessité davantage de commandes publiques en matière de robotique, davantage de confiance des administrations et pas de méfiance à l'égard de ces nouvelles technologies parce que sinon, effectivement, là, à ce moment-là, les puissances étrangères auront de plus en plus d'importance finalement en matière de robotique. Allez, merci à vous pour ces explications. Manon Vermenouze, consultante tech chez Joséphine. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, on l'a compris, l'Europe est à la traîne, mais peut-être plus pour longtemps. Un acteur en train de changer la donne, et il est français.
Et si la France n'avait pas dit son dernier mot dans cette grande bataille technologique des robots humanoïdes? Jean-Luc Constanza, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Public Sénat. Vous êtes le cofondateur de la société Wondercraft. Vous vous êtes pas lancé, il faut raconter l'histoire tout de suite dans ce secteur des robots humanoïdes. D'abord, vous êtes lancé dans le secteur de la santé, du handicap, avec des exosquelettes. Et depuis peu, vous avez décidé de vous lancer dans les robots humanoïdes avec Calvin. Comment ça a mûri cette idée de passer des exosquelettes aux robots humanoïdes? En fait, l'idée des humanoïdes était présente depuis le début, parce que l'un des 3 fondateurs, Nicolas Simon, voulait faire marcher son frère. Moi, je voulais faire marcher mon fils. Et Nicolas, qui est probablement un des meilleurs roboticiens de l'industrie, a eu l'intuition il y a 13 ans de dire on va pas faire des machines mécaniques qui font bouger les gens de façon médicale. On va faire un humanoïde dans lequel on va mettre une personne qui ne marche pas. Et c'est vraiment les mots qu'il écrivait sur les premières présentations qu'on faisait en 2012. Donc on a construit chez Wondercraft une plateforme robotique, c'est-à-dire du logiciel, d'intelligence artificielle, des moteurs, qui sont passés assez naturellement de aider des gens à marcher, à aider des gens à faire une tâche, parce que quand on fait marcher quelqu'un, on peut pas tomber en panne, et 2, on emmène des gens qui font plus de 100 kilos. Donc la plateforme qu'on a créée, elle était très puissante et très robuste. Ce que voyant dès les années 2019-2020, les premiers exosquelettes sortaient pour être distribués aux hôpitaux. Et on s'est dit, on a le premier robot humanoïde, même s'il est coupé en 2, il n'a pas les bras, qui soit capable de, en plus, évoluer pour faire plus que emmener une personne qui ne marche pas, mais faire des activités qui sont utiles aux humains. Pardon, un exosquelette, qu'on explique ce que c'est pour être sûr. Un exosquelette, donc c'est un robot mais qui est le long des jambes et des hanches et qui fait que si vous êtes en fauteuil roulant, vous vous levez, vous marchez. Ouais. Je pense que beaucoup de gens l'ont vu, le nôtre, aider Kevin, qui est notre pilote d'essai, et Thibaut, qui est le frère de Nicolas, à marcher, à porter la flamme olympique aux Jeux de Paris. Et ce que voyant, on a commencé à développer un petit peu en secret des humanoïdes. Et il y a un peu moins de 2 ans, on a rencontré Renault, qui nous a dit, nous, on a besoin d'humanoïdes pour nos chaînes de production parce qu'on ne trouve plus de gens pour faire des tâches, et Dieu merci, pénibles, dangereuses, etc. 1. Et 2, on peut vous aider à les produire parce que vous allez avoir le problème de les produire par centaines de milliers. Ouais, en quantité. Et qui sait produire des objets complexes par centaines de milliers? C'est l'industrie automobile. Et donc, en littéralement 15 jours, on s'est mis d'accord avec Renault pour ce partenariat qui est très important, de faire des humanoïdes, pour Renault et pour le reste du monde. Votre dernier né, donc c'est Calvin, il a 2 jambes, 2 bras, des caméras pour évaluer l'environnement, mais il n'a pas de tête. Pourquoi pas de tête? C'est surprenant parce que dans l'imaginaire collectif, le robot, évidemment, il a une tête pour ressembler à un humain. Ouais, mais Wondercraft, on fait pas des robots imaginaires, en fait. On fait des robots qui vont dans le monde réel. Et donc, on conçoit les robots en fonction de ce dont on a besoin. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de simuler une tête. Si on a besoin d'un capteur 3D, caméra, de senseurs, on va les mettre où il faut et pas nécessairement faire une tête pour les accueillir. Donc aujourd'hui, on a une caméra qui est en haut du robot, mais il n'a pas besoin de tête, donc on n'a pas besoin de lui faire une tête. Et de la même façon, pour l'instant, il n'a pas besoin d'avoir des tâches de grande dextérité, donc on lui met des sortes de pinces qu'on adapte à chaque tâche. On ne voit pas le robot humanoïde comme un fantasme anthropomorphe. On voit le robot humanoïde qui ressemble aux humains. On voit le robot humanoïde comme un truc fantastique parce que comme il est comme un humain quand même, il a 2 bras, 2 jambes et il est capable de faire des actions très complexes. Il peut utiliser le monde tel que nous on l'a fait. C'est ça l'intérêt de l'humanoïde. Et comme on est beaucoup à penser ça, tous les effets d'échelle, c'est-à-dire tout l'apprentissage que l'industrie fait, va se diriger vers ce format humanoïde qui n'est pas optimal partout, mais qui est globalement optimal. Et donc on a eu raison de se lancer là-dedans, parce que tout le monde converge vers cette idée que 2 bras, 2 jambes, c'est super bien pour exécuter un grand nombre de tâches dans l'industrie, mais c'est encore mieux demain quand on va s'en servir pour aider. Vous voyez, la personne qu'on aide à marcher, souvent, elle a du mal à mettre sa chemise, elle a du mal à couper ses légumes. Pourquoi? Parce qu'elle a aussi les bras faibles, pas seulement les jambes. Ou une personne âgée qui est chez elle, mais qui a besoin d'aide. La démographie fait qu'on n'a plus d'aidants pour aider ces gens-là. Oui. La démographie fait qu'on n'a plus de gens, là pour le coup c'est heureux, pour travailler dans des tâches difficiles dans les usines.
Donc cette pression démographique colossale fait qu'on va avoir besoin des robots depuis les usines jusqu'à aider les gens en perte d'autonomie. Et là, un humanoïde, c'est bien pratique parce que ma maman, par exemple, s'il faut l'aider à marcher, eh ben, le robot aura à peu près le même format qu'elle, vous voyez. Ça va vous paraître folklorique. En début d'émission, on voyait les robots chinois stupéfiants, bluffants, qui ont fait à l'occasion du Nouvel An chinois, du kung-fu, une chorégraphie de kung-fu. Pour vous, c'est incroyable, c'est spectaculaire, ou est-ce que c'est gadget, hein? Alors c'est génial, mais nous, on fait des robots qui vont travailler dans l'usine. Vos robots, ils font pas de kung-fu. Non, on fait pas de kung-fu parce qu'on n'a pas trop le temps. Alors si on avait beaucoup de moyens, on ferait peut-être du kung-fu, mais on préfère concentrer nos ingénieurs sur faire des tâches en sécurité. Beaucoup des robots qu'on voit faire du kung-fu n'ont pas une solution de sécurité, par exemple. Or, vous n'entrez pas dans l'usine si vous n'avez pas une solution certifiable de sécurité. Ça paraît pas marrant par rapport aux chorégraphies chinoises, mais il faut pas que le robot blesse quelqu'un qui est en train de passer dans l'usine. Il faut avoir un taux de succès des tâches, comme je disais tout à l'heure, supérieur à 99,8%. Ouais. Il faut pas tomber en panne. Il faut pouvoir prendre des charges très lourdes. C'est ça qui nous intéresse, c'est de déployer des robots qui marchent en usine. Et Renault a annoncé il y a pas très longtemps que il nous achetait 350 robots. Pour commencer. Ouais, pour commencer, et pour cette raison, et je crois que c'est la première annonce de ce type en Europe. Je suis pas sûr qu'il y ait eu encore beaucoup d'achats aux États-Unis, et il y en a en Chine, mais je les ai pas vus en production. Les robots qui font du kung-fu, mais quand vous les voyez en production, d'un seul coup, ils sont tout lents. Pourquoi? Parce que c'est une autre histoire, en fait. Nous, on se spécialise plutôt de ce côté-là, un petit peu sérieux de l'histoire. Vos robots, à Douai, chez Renault, ils sortent, m'a-t-on dit, une voiture par minute? Alors, il faut être modeste. Aujourd'hui, c'est l'usine de Douai de Renault qui sort une voiture par minute. Donc, il faut que nos robots rentrent dans cette chaîne, parce qu'il y a des postes dans cette chaîne qui sont occupés par des humains et qui sont difficiles, dangereux, peu ergonomiques, et où on se fait mal. On attrape des TMS à tire-larigot. Et donc, si on veut suivre le rythme, c'est comme quand vous rattrapez le marathon. Si on veut suivre le rythme, eh ben, il faut être dans le rythme d'une voiture par minute. Par exemple, un pneu toutes les 15 secondes quand vous bougez des pneus. C'est assez fascinant de voir ce qu'on est capable de faire dans l'industrie française encore. Une voiture par minute, c'est évidemment fantastique. Et donc, les robots doivent tout de suite arriver avec un rythme de travail très élevé. Et voilà, ce qu'a dit Renault il y a quelques jours, c'est on sait le faire. Et avec Wondercraft, on est très fiers de ça. Donc, ils vont produire Alors, vos robots. Oui, ce qui était très difficile pour une entreprise comme nous, qui est une jeune entreprise, c'est pas forcément de développer un des meilleurs robots du monde, c'est de le produire par 100 000. Ça, c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas réinventer. Et s'il y a un secteur qui sait fabriquer des objets complexes par 100 000 ou par million, c'est l'automobile. Et donc, cet accord avec Renault, pour nous, est une libération. Ce qu'on appelle dans le jargon le scaling, c'est-à-dire le passage à la très grande échelle, est résolu dans notre partenariat avec Renault. Est-ce qu'à terme, les robots vont peu à peu remplacer tous les humains dans les usines Renault ou ailleurs? On a vu que BMW aussi allait avoir des robots humanoïdes dans ses usines. Est-ce que les robots vont voler des emplois, notamment dans l'automobile? C'est très difficile de répondre à votre question. Les scénarios à long terme, il y en a un qui est très connu, qui est porté par exemple par Elon Musk et d'autres. C'est on va vers un monde d'abondance complète. C'est-à-dire que les robots coûtent pas cher du tout, parce que ça, c'est probable. C'est probable qu'un robot, dans 10-15 ans, coûte nettement moins de 20 000 euros, voire de 10 000 euros. Et à ce moment-là, ils peuvent tout faire pour vous. Donc, vous avez accès à des biens. Puis, si on trouve plus de ressources sur la Terre ou que la Terre, on veut pas polluer la Terre, on va les chercher ailleurs, etc. C'est un peu le scénario de rêve. En tout cas, sur tant est qu'on ait les moyens de se les payer aussi. Si on n'a plus de travail, on n'a pas les moyens de s'acheter un robot. Même si les biens à 10 000 euros. Si les biens ne valent plus rien, en fait, la question, c'est comment on répartit les biens. Ça, c'est une question politique sur laquelle je ne suis pas compétent, mais qui va être vraiment importante pour le personnel politique qui n'a pas beaucoup de temps. Comme il n'a pas beaucoup de temps pour trouver le moyen que la France ne soit pas cliente de la Chine ou des États-Unis pour ses robots. Ça, c'est fondamental, parce que si vous payez les Chinois pour tenir un emploi qui aurait pu être tenu par un Français, vous avez perdu 2 fois. Et les pays qui ne seront pas maîtres de la technologie des robots sont des pays déclassés, rapidement déclassés. Et c'est le moment où il faut se réveiller collectivement et se dire, il faut investir, il faut favoriser l'investissement, il faut foncer dans ce domaine. Parce que de toute façon, ça arrivera. Oui, mais c'est pas la puissance publique américaine qui a fait émerger Google ou... vous pensez Google, pas forcément, mais pour ce qui est de Tesla, pour ce qui est de... Oui. Bien sûr, d'abord, et d'une... Le patriotisme économique européen est très fort. Vendre un robot chinois aux États-Unis, c'est pas une partie de plaisir. Deuxièmement, il y a un a priori culturel aux États-Unis qui est que la haute technologie vient des États-Unis. Ce qui n'est pas faux.
Ouais, ce qui n'est pas faux, mais il y en a ailleurs aussi. Mm. Et quand on arrive avec une technologie, la plupart des Américains pensent que Airbus est américain, par exemple. Donc, ils ont une sorte de défense naturelle, si vous voulez, qu'on n'aura pas nécessairement en Europe, mais cette défense naturelle n'existe que si vous fabriquez des robots. Et vous en fabriquez les composants principaux. Aujourd'hui, les robots sont à 90% dans le monde vendus par des boîtes chinoises. Même les Américains sont en retard. Est-ce que Wandercraft, qui est la pépite française en matière de robots humanoïdes, vous pourrez faire face à ces rouleaux compresseurs? Alors, pas forcément tout seul. Donc, dans notre pays, il faut créer un écosystème. On a déjà des éléments d'écosystème. Il y a Mistral, qui est quand même un des leaders de l'IA. Et même si il est moins connu que Claude ou ChatGPT, tout le monde reconnaît que la qualité de l'IA, qu'elle soit professionnelle, grand public, etc., de Mistral, est vraiment au top. Donc, ça montre que c'est possible, avec des investissements qui sont nettement inférieurs aux investissements américains, pour des tas de raisons. Deuxièmement, comme on est avec Renault, les investissements colossaux de montée en production, pour nous, sont déjà faits. Donc, en fait, on a besoin d'embaucher quelques dizaines, une centaine, 150 ingénieurs de plus, fabriquer des prototypes, et c'est vraiment à notre portée. Pourquoi? Parce que nous, ça fait 12 ans qu'on est dans ce métier. L'équipe de développement de R&D est très senior, donc on est plutôt en avance sur nos confrères, et c'est plus une mise en vitesse qu'il nous faut. Donc oui, il va pas falloir des dizaines de milliards. En revanche, il faut perdre l'habitude d'investir 10 millions en espérant que ça va bien se passer. Les ça ne va premières pas bien se commandes passer. sont pour quand? Ah ben, vous les avez eus. Oui, bien sûr. Vous les avez eus au mois de mars à la télévision. C'est Renault qui a annoncé les passés. Non, mais à horizon 2-3 ans. Ah, on va probablement vendre des centaines de robots. On espère vendre des centaines de robots d'ici la fin de l'année, des millions en 2026 et des dizaines de millions en 2027. En fait, dès qu'on a dévoilé cette offre européenne, française, on a eu énormément. On n'a pas eu de travail commercial à faire. On a eu énormément de grandes entreprises qui nous ont appelés. Pourquoi? Parce que on a une offre qui est effectivement plus fiable et plus puissante. Donc on part de là. Et deuxièmement, tout le monde est bien conscient que beaucoup d'industriels sont conscients, beaucoup plus qu'il y a 3 ans, que la souveraineté, qui paraît un truc un peu vaporeux, c'est important parce qu'une puissance étrangère puisse fermer votre usine sur un coup parce que la diplomatie a attrapé la grippe ce jour-là, ça n'ira pas. Ça sera pas accepté. Donc, si on peut avoir une offre souveraine de bonne qualité, je dirais pas qu'on sera défavorisé en Europe. Et on est déjà, Wandercraft, on a 70%. On fabrique en France. Ouais. On fabrique nos robots à Paris. Ouais. Donc on les fabrique la dans petite une française en Europe, à part vous, il y a une boîte allemande, mais ils sont pas légion. Hein. Oui, non, je pense qu'on a de l'avance, mais encore une fois, cette avance, elle n'est pas magique. Elle vient du fait que ça fait 12 ans qu'on fait en fait des humanoïdes et qu'on a eu assez peu d'adaptations à faire pour aller fabriquer des vrais robots humanoïdes avec des bras qui travaillent en usine. On a une équipe fantastique aussi. Et puis, donc le match n'est pas plié en tout cas par rapport aux Américains. Le match n'est pas plié. Ou aux Chinois, même si la Chine a 90% du marché aujourd'hui. Hein. Mais il n'y a pas de marché aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de robots en opération dans des usines. En fait, on va être parmi les premiers, Wandercraft et Renault. Donc, encore une fois, vous voyez des vidéos de Kung Fu, mais est-ce que vous avez beaucoup de vidéos de robots qui fabriquent des voitures, qui fabriquent des meubles, qui fabriquent... C'est moins sexy, évidemment. Ouais, c'est moins sexy, mais c'est beaucoup plus utile, ouais. Merci en tout cas, merci Jean-Louis Constanza, donc cofondateur de la société Wandercraft. Merci pour ces explications. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de Pourvu que ça dure, l'émission qui rend l'éco-responsable. Émission tournée depuis le bivouac de L'Oréal France. Pourvu que ça dure, c'est aussi du replay, évidemment, sur Public Sénat. À très vite. C'était Pourvu que ça dure avec le groupe Caisse des dépôts. Engagé au cœur des territoires pour accélérer la transformation écologique et contribuer à une vie meilleure pour toutes et tous.